Merci beaucoup Fanny. Donc, je vais vous parler à présent de deux innovations technologiques. La première, c'est l'OCT péropératoire en chirurgie cornéenne qu'on a eu la chance d'avoir depuis fin 2018. Et l'autre qu'on a eu à disposition quelques semaines et qu'on espère avoir au plus long cours, c'est le laser femtoseconde pour la réalisation des greffes de cornée. Je serai obligé de faire des petites sorties de mon diaporama pour les vidéos. Donc je l'ai fait sous forme de cas clinique. Un homme de 31 ans, baisse d'acuité visuelle progressive depuis quelques années, qui a consulté plusieurs fois aux urgences avec des ulcères de cornée. Et voilà ce qu'on retrouve, 3 dixièmes sur l'œil droit, 3 dixièmes P4, sur l'œil gauche, 2 dixièmes P4. Avec cet aspect anormal, Eric, et fluo négatif, en dehors des épisodes de crise. En OCT de cornée, ça donne ça. Alors pour les plus jeunes internes, j'ai vu les premiers semestres, la première couche en OCT hyperréflective, c'est le film lacrymal. La deuxième hyporéflective, c'est l'épithélium cornéen. Et on a l'abomane qui est hyporéflective, et entre l'abomane et l'épithélium, la membrane basale qui est hyperréflective. Donc là, on voit un large épaississement hyperréflectif au niveau de l'abomane, avec une profondeur de 174 microns et un mur postérieur de 365 microns. Donc on est devant une dystrophie de Reis-Buckler qui provoque des érosions récidivantes, avec les passages aux urgences réguliers, généralement dans la deuxième décade, et du matériel extracellulaire au niveau de l'abomane et sous l'épithélium cornéen. Alors qu'est-ce qu'on propose à ce patient qui a mal, qui voit moins bien, et il est jeune? Donc il y a plusieurs options thérapeutiques, et celle qu'on a prise, c'est de faire une photokératectomie thérapeutique au laser excimer. Et pourquoi j'ai glissé ce cas dans intérêt de l'OCT péropératoire? Parce que, comme vous avez vu, l'atteinte est quand même assez profonde, avec un mur postérieur, on va dire, un peu limite. Donc faire un seul passage, ça aurait pu être un peu risqué. Donc on y allait progressivement. On a fait 2 passages à 40 microns, avec à chaque fois un contrôle OCT, et un dernier passage à 20 microns, avec une zone optique de 9. Donc en pratique, au bloc, ça donne à peu près ça. C'est un peu le... Voilà, il y a un petit équilibre à trouver, parce que le laser prend pas mal de place, l'OCT aussi. Donc on fait reculer le patient. Ah, le son est là, on va peut-être baisser. Il faut un peu de coopération quand même. Voilà. Donc on lui fait un OCT avant, on fait un premier passage à 40 microns. On fait un deuxième, on peut faire l'OCT du coup. Et là c'était le dernier passage, donc voilà, on peut contrôler qu'on a une ablation qui est complète et un mur postérieur qui est encore suffisant. Voilà, donc je ne vous mets pas les 3 passages, vous avez compris le principe. Et c'est vrai qu'on utilise ça maintenant pour les cicatrices cornéennes notamment, et ce type de dystrophie. Donc la photokératectomie thérapeutique, c'est l'application thérapeutique du laser excimer qui est utilisée depuis plusieurs décades pour la chirurgie réfractive. Donc, qui émet dans l'ultraviolet à 193 nanomètres, qui agit comme le flash d'un appareil photo, en rompant les lésions moléculaires et en vaporisant le tissu cornéen. Plusieurs applications: optique en cas d'astigmatisme irrégulier, transparence, je vous ai montré en cas d'opacité, ou en cas de douleur, érosion récidivante. Donc un exemple de cette patiente, 7 dixièmes par INO2, avec moins 3 à 90 sur l'œil droit, qui est apparu qu'elle n'avait pas, il y a quelques années, sur ses anciennes ordonnances, elle n'avait pas cet astigmatisme. Et quand vous l'examinez, vous trouvez ça. Petite lésion superficielle. En OCT de cornée, on peut la localiser ici, sous l'épithélium cornéen. Et vous faites une topographie, vous avez un aspect d'astigmatisme irrégulier supérieur. Donc bon, ça évoque pas trop un kératocone. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nodule de Salzmann. C'est une accumulation de collagène sous l'épithélium cornéen. Donc là, le traitement, ça a été une exérèse complétée d'une photokératectomie thérapeutique pour relisser
la cornée et on a pu retrouver une hémétropie, donc corriger complètement son astigmatisme. Donc on a vu optique, ensuite la transparence. Donc ici, vous voyez une kératopathie calcaire, dite aussi kératopathie en bandelette, qu'on peut voir dans les patients en fin de course d'uvéite ou dans les glaucomes multitraités chroniques ou dans d'autres pathologies chroniques oculaires. Donc c'est une accumulation de calcaire, du calcaire des larmes qui va s'accumuler au niveau de la Bowman, qui peut être associé aussi à des érosions récidivantes. Ici, un autre exemple de cicatrice. Et là, cette patiente, donc encore un exemple de notre utilisation de l'OCT au bloc opératoire, donc pré-op et post-laser excimer, juste en salle d'op. Et donc là, c'était une patiente un peu plus âgée. Donc on voit l'opacité qui est très épithéliale. Donc là, on est plus sur une pathologie rare qui est une dystrophie de Leach, une dystrophie épithéliale pure. Donc on a fait une PTK avec un bon résultat, une récupération visuelle. Donc optique, transparence, maintenant la douleur. Donc un exemple, on va dire jeune patient qui se présente avec des douleurs aux urgences récidivant, encore un 5e passage aux urgences, désolé les internes des urgences d'Ateco, mais c'est d'où l'intérêt de réorienter ce patient rapidement, avec des petites opacités punctiformes épithéliales, c'est des petits débris de l'épithélium cornéen, et en OCT de cornée, qu'est-ce que vous voyez? Une hyperréflectivité ici au niveau de la membrane basale, des petits décollements épithéliaux, ici. Donc, c'est une dystrophie de cornée fréquente, qui est une dystrophie de Cogan, c'est une dystrophie de la membrane basale épithéliale, une pathologie du complexe d'ancrage de l'épithélium, avec une anomalie des hémidesmosomes. C'est la plus fréquente des dystrophies de cornée, avec le classique aspect en fingerprints en rétroillumination. Donc voilà, c'est un des motifs de PTK les plus fréquents qu'on fait. Donc on a vu les indications, les contre-indications. Donc comme l'ont dit les deux pierres, 300 microns de mur postérieur sain, c'est indispensable. Donc pas comme ici par exemple, avec une cicatrice, c'était une cicatrice de corps étranger un peu trop profonde. Là, ici, la sensibilité cornéenne, indispensable avant de faire une PTK à mon sens, notamment en cas d'antécédent d'herpès. Parce que si vous avez une cornée neurotrophique, ça va être que des problèmes de cicatrisation. Les pathologies associées à la neurotrophie, notamment le diabète ou les pathologies inflammatoires, PR, et cicatrices d'herpès. Alors, les cicatrices très anciennes, sans récidive, il y a des publications qui ont suggéré qu'on pouvait les traiter. On en a fait quelques-unes sans récidive, mais c'est souvent des opacités très irrégulières, pas avec les meilleurs résultats. Alors, cette patiente, T centrale cornéenne, séquelle d'abcès de cornée, acuité à compte les doigts. Elle est jeune, 30 ans, et vous voyez ici la profondeur de l'opacité. Qu'est-ce que vous lui proposez? Donc là, en OCT, alors là, je ne vous ai pas mis la mesure volontairement, mais clairement, on a en dessous de 300 microns. Donc, on va proposer à ce moment-là une kératoplastie lamellaire antérieure profonde. Donc, le principe, je le rappelle, voilà, ça va être de traiter l'opacité, de disséquer la cornée malade, de laisser l'endothélieux Descemet du patient et de greffer la cornée d'un donneur, de laquelle on aura disséqué l'endothélieux Descemet. Donc, je vous ai mis ici une DALC assistée au laser femtoseconde. Donc, le premier temps consiste en un repérage OCT et on fait un premier flap qui laisse un mur postérieur de 100 microns sur la cornée du patient. Donc, on peut voir la progression en rouge, voilà. Et le laser va faire aussi un tunnel situé à 30 microns du mur postérieur qui va faciliter la technique de la Big Bubble. Donc là, on enlève le premier flap cornéen assez facilement. On a juste à soulever les petits ponts laissés par le laser femtoseconde. Donc il reste 100 microns de mur postérieur. Et on va après injecter de l'air avec une canule. Donc là, on est après à 30 microns du mur postérieur. Et on va faire ce qu'on appelle une aérodissection.
avec un clivage au niveau de l'endothélium Descemet qui va se faire en injectant de l'air à 30 microns. On peut le voir en temps réel en OCT ici. Et après, la subtilité, ça va être d'aller disséquer ce toit laissé par la Big Bubble. C'est là où il y a le plus de risque de perforation. Donc, il y a des collègues de la Fondation Rothschild qui ont suggéré de faire une technique en double docking, en réappliquant le laser, mais là, sur cette chirurgie-là, ce n'est pas l'option que j'avais prise. Donc, c'est plutôt une dissection très douce, comme on peut le faire avec une technique de Mellès, avec des spatules cornéennes voilà, les plus douces possibles. Voilà, donc alors c'est assez long, c'est nettement accéléré comme vidéo. Donc là, il nous reste un tissu assez fin là, qui fait 30 microns environ. Et on va ensuite peler l'endothélium Descemet. Donc ça, c'est le greffon du donneur, la cornée d'un donneur, dont on va donc prélever le tissu qu'on a laissé sur notre patient, l'endothélium Descemet. Voilà, quand on a de la chance, ça vient en un temps. Alors, je n'ai pas montré cette vidéo à nos collègues de la Banque des tissus, parce qu'ils nous auraient dit vous pouvez utiliser ce tissu pour une greffe lamellaire postérieure. Il y a des publications qui l'ont fait, mais au niveau législation, c'est un peu compliqué. Et donc après, on va suturer le greffon du donneur par 16 points séparés, comme on peut le faire dans une kératoplastie transfixiante. Enfin, voilà. Donc les résultats semblent très prometteurs. Il n'y a pas énormément de publications sur ce sujet, du fait du coût des lasers notamment, mais ça semble assez prometteur. J'ai une publication de nos collègues de Nantes qui semble pertinente, avec des petits groupes, mais peut-être une meilleure acuité visuelle dans le groupe femto. Ce qui serait intéressant serait qu'ils donnent aussi dans leur publication le taux de rupture et le taux de succès par technique femto versus manuel, et la publication des collègues de la Fondation Rothschild sur la technique du double docking. Donc là, on était sur les problèmes de la partie avant de la cornée. Maintenant, si on passe sur les problèmes de la partie arrière de la cornée, patiente, je n'ai pas mis son âge, Madame L, 60 ans, flou visuel matinal, halo, éblouissement, 4/10 par NO5. Vous avez vu là, déjà quand même une belle petite cataracte. Et quand vous faites un examen de la cornée en rétroillumination, vous voyez ici une cornée aguttata dense, diffuse, centrale, avec déjà un petit œdème de cornée, une cornée qui fait 598 microns. Si vous faites un comptage en périphérie, vous pouvez voir les gouttes. Et elle se plaint de halo, elle est très gênée pour conduire. Donc, œdème de cornée clinique, oui, on va proposer chez cette patiente une chirurgie combinée greffe endothéliale phacoexérèse. Non, s'il n'y a pas d'œdème clinique, c'est là que le débat peut être ouvert. Ça fait partie des patients que vous nous adressez parfois pour un avis. Est-ce que je fais la chirurgie de cataracte seule? Est-ce qu'il faut faire une combinée? Donc la stratégie qu'on comprend, s'il y a des symptômes d'œdème avec une fluctuation, s'il y a une pachymétrie à plus de 650 ou une asymétrie de la pachymétrie, qui peut être aussi un marqueur de subœdème, on va faire une chirurgie combinée. S'il n'y a pas ces symptômes, avec une pachy raisonnable, on peut faire une phacoexérèse première en informant le patient du risque de décompensation. Donc là, le principe, ça va être d'extraire de la cornée l'endothélium et de greffer l'endothélium Descemet du patient. Donc là, également, un intérêt certain à nos yeux du laser femtoseconde. Donc la première étape, c'est la préparation du greffon au laser, où on va inverser la courbure de la cornée du patient, voilà, sur une ancillaire dédiée. On va la protéger avec un peu de gel, protéger l'endothélium, parce qu'on va appliquer le laser sur la face endothéliale.
Et on peut paramétrer la profondeur de découpe. Il y a un scan OCT qui est fait par le laser. Donc on paramètre une profondeur de découpe. Là, on a paramétré 70 microns, mais on peut potentiellement aller un peu plus loin. Et après, avec la même spatule que tout à l'heure, une spatule de cornet douce, on va aller libérer les petits ponts laissés par le laser pour être sûr qu'on a un tissu exploitable. Voilà. Ensuite, ce que j'ai proposé aux techniciens laser, c'est de faire une prédécoupe circulaire sur 360 degrés du desmétorexis. Donc, on a utilisé son programme de kératoplastie transfixiante qu'on a arrêté en cours de route. Donc, une découpe qui part de la face postérieure de la cornée. On l'a arrêté, bim, à 70 microns, donc ce qui nous a permis d'avoir des encoches ici en périphérie et un desmétorexis parfaitement centré et circulaire. La chirurgie de cataracte, je l'ai laissée, mais ultra accélérée, juste pour vous rappeler que c'est une chirurgie combinée, avec quelques petites subtilités qu'il faut prendre en compte en cas de chirurgie combinée. Le choix de l'implant, notamment, prendre un implant qui sera assez rigide pour éviter une luxation sur la greffe péropératoire. Et deuxième subtilité, ça va être le visqueux, où on utilise un visqueux très cohésif. Donc on prend le visqueux le plus cohésif possible et dont on va prendre soin de bien laver. On va bien laver le visqueux derrière l'implant. Donc ça, c'est le desmétorexis. Voilà. Donc pour le coup, là, il est venu en deux parties. Mais l'intérêt par rapport à la technique manuelle que j'ai vue, c'est qu'il est circulaire, centré, avec des limites nettes. Donc ça va éviter d'enlever un peu de desmètre en face de la porte d'entrée, par exemple. Donc comme je vous disais, bien laver le visqueux, y compris derrière l'implant, parce que laisser du visqueux, ça va être des facteurs de risque de décollement de greffe endothéliale. Donc la technique qu'on utilise avec Fanny, c'est la technique du fil tracté. Voilà, on a pris cette option sur laquelle j'avais pu bénéficier quand j'étais à la Cornell Clinic à Sydney. Donc voilà le greffon. On va donc passer un premier fil qu'on a récupéré avec une aiguille 25 gauge. On passe un fil dans le greffon et on va récupérer en face. Voilà, alors après, il y a tout un tas de techniques d'insertion. Je ne sais pas s'il y a vraiment de supériorité des techniques. Je crois que la meilleure technique, c'est celle qu'on arrive à reproduire sans complication. Voilà, et on va insérer le greffon par une micro-incision. Du coup, on n'a pas été obligé de trop agrandir. Donc on insère le greffon en chambre antérieure délicatement et plaquer le greffon avec une bulle d'air à la face postérieure de la cornée. Voilà, contrôle OCT. Donc le greffon, il est bien centré, il s'est bien appliqué, bien coapté grâce au desmétorexis circulaire. Donc un intérêt du laser, je pense. Bon, les résultats précoces. Cette patiente, on l'avait déjà opérée de l'autre œil avec une technique classique et on était à 1 an de la chirurgie de son œil droit avec un bon résultat. Pas de problème oculaire par ailleurs. Bon, le débat du jour, c'est pas celui d'IMEC versus ultrafine dissect. Juste pour vous, c'est toujours intéressant parce qu'on voit beaucoup sur les podiums de d'IMEC, qui est la technique la plus séduisante au niveau anatomique. Mais pour mémoire, les Américains, ils font 21 000 ultrafine DSAEK en 2017 versus 7 000 d'IMEC. Bon. Voilà, après, avec pas mal d'études comparatives, peut-être une récupération un peu plus rapide en DIMEC par rapport en ultrafine dissect, mais au long cours, a priori, des résultats assez similaires. Alors, j'ai fait un peu la littérature sur le laser femtoseconde. Il n'y a pas énormément de publications. Il y avait certaines publiées où ils embarquaient une partie du stroma, avec pas mal de complications, donc c'est pas vers ça qu'on s'est dirigé. On a juste laissé le laser sur la périphérie. Et une publication donc sur on peut se dire tiens aller appliquer un laser sur la face endothéliale, c'est un peu osé quand même. Donc cette étude, je la trouve intéressante. Ils ont comparé un patient une cornée à qui on fait rien, une cornée à qui on va juste appliquer le laser mais sans le faire marcher, et différentes tailles, 90 microns, 70 microns et 70 microns avec du visqueux. On est assez proche des contrôles, donc a priori on n'a pas trop de perte endothéliale avec cette technique.
Donc voilà les deux avantages de la femtodissec dont je vous ai parlé. Alors dans cette vidéo, j'ai oublié de l'insérer, mais c'était un deuxième patient qu'on a fait avec une endothélie Descemet qui est venue en un temps et bien circulaire. Dernier petit cas rapide, patiente de 25 ans, acuité visuelle à 6/10 sur l'œil gauche, fort grossissement cornéen, vous voyez ça, avec ses lunettes. Sa topo, on en a déjà vu pas mal avec les sessions précédentes. Donc là, clairement, un kératocone déjà assez avancé avec un Kmax à 53. Donc là, on a proposé bien évidemment le premier temps, c'est toujours une adaptation à lentilles rigides, mais patiente qui n'a pas supporté ces lentilles rigides, donc une indication à poser des anneaux intracornéens. Et bon, l'intérêt du laser femtoseconde pour créer les tunnels, il n'est plus à démontrer. Par contre, l'OCT, il nous a semblé intéressant aussi de faire des petits contrôles, c'est allé un peu vite, de faire un petit contrôle OCT du bon positionnement des ouvertures réalisées par le laser. Donc après, voilà, on pose les anneaux. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire un deuxième contrôle OCT pour vérifier qu'ils sont bien positionnés, qu'ils ne sont pas trop superficiels, parce que les complications des anneaux, ça va être l'extrusion, l'infection possiblement aussi. Donc de contrôler qu'ils sont bien positionnés en OCT directement, c'est un avantage aussi qui nous a semblé intéressant. Donc voilà, alors cette patiente, elle a très bien récupéré. Elle est passée de 6 à 10/10. Et voilà, après, c'est un peu la prédictibilité des anneaux intracornéens. Moi, je trouve personnellement qu'elle n'est pas toujours excellente. Donc, on peut voir ici l'anneau qui est bien positionné. On peut un petit coup d'OCT. On peut être rassuré et rassurer la patiente. Voilà. Et donc, j'en ai presque terminé. Voilà le résultat post-op de cette patiente. Merci de votre attention. On va